Les Annales du Disque Monde, Le Père Porcher, par Terry Pratchett. Tout commence quelque part, quoi qu'en pensent beaucoup de physiciens. Mais on sent confusément le problème que pose un commencement. On se demande tout haut comment les conducteurs de chasse-neige se rendent à leur travail ou comment les auteurs de dictionnaires vérifient l'orthographe des mots. Chacun nourrit cependant le désir constant de trouver un point dans les réseaux sinueux, noués et enchevêtrés de l'espace-temps sur lequel on pourrait poser un doigt métaphorique pour indiquer que c'est ici, précisément, que tout a commencé. Quelque chose commença lorsque la guilde des assassins enrôla monsieur l'heure du thé, lequel ne voyait rien comme tout le monde, entre autres parce qu'il voyait tout le monde comme des pas grand-chose. Le seigneur sédatif de la guilde expliquera par la suite: on a eu pitié de lui parce qu'il avait perdu ses deux parents très jeunes. Je pense à la réflexion que le détail aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Mais tout avait commencé bien avant ça, à une époque où on oubliait souvent que les très vieilles histoires parlent tôt ou tard de sang. On les avait d'ailleurs par la suite débarrassées de toutes les allusions sanglantes afin de les rendre plus convenables aux oreilles des enfants. Enfin, surtout convenables aux oreilles des parents chargés de leur faire la lecture plutôt qu'à celles des enfants, qui dans l'ensemble sont friands de sang, pourvu que ce soit celui qui mérite qui le verse. Puis on s'était demandé à quoi elle rimait. Et même avant, quand quelque chose tapit dans les ténèbres de cavernes insondables et de forêts sinistres songées, que sont-elles, ces créatures? Je vais les observer. Et encore bien avant, au moment de la création du disque-monde qui dérive à travers l'espace sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la tortue géante la Grande Atwin. Peut-être qu'au cours de ces déplacements, il s'entortille tel un aveugle dans une maison envahie de toiles d'araignée, dans les fils ténus d'espace-temps très spécialisés qui cherchent à se développer dans toute histoire qu'ils croisent et qui les distendent, les disloquent et leur donnent de nouvelles formes. Mais peut-être que non, bien sûr. Le philosophe Didactylos a résumé une hypothèse différente par la formule: les choses arrivent, un point c'est tout, rien à glander. Les mages de haut rang de l'université de l'invisible, immobiles, regardaient la porte. Aucun doute, celui qui l'avait fermée voulait qu'elle le reste. Des dizaines de pointes l'arrivaient au chambranle. On avait cloué des planches au travers du battant. Et enfin, jusqu'à ce matin, une bibliothèque tirée devant l'avait dissimulé au regard. Et il y a l'inscription, Ridicule, dit le doyen. Vous l'avez lue, je présume. Vous savez, celle qui dit n'ouvrez cette porte sous aucun prétexte. Évidemment que je l'ai lue, répliqua Ridicule. Pourquoi je veux qu'on l'ouvre, d'après vous? Ben oui, pourquoi? Fit l'insistant des rues modernes. Pour voir pourquoi on voulait qu'elle reste fermée, tiens. Il fit signe à Modo, le jardinier et nain à tout faire de l'université qui attendait, armé d'un pied de biche. Vas-y, mon gars. Le jardinier salua. Et comment, monsieur? Sur fond de bois d'œuvre volant en éclats, Ridicule le reprit. D'après les plans, c'était une salle de bain. Y a pas de quoi avoir peur d'une salle de bain, mon Dieu. Moi, je veux une salle de bain. J'en ai marre de me décrasser avec vous, les gars. C'est pas hygiénique. On peut attraper des cochonneries. Mon père m'a expliqué ça quand des tas de gens se baignent ensemble, le gnome verru plantaire tarde pas à se radiner et avec son petit sac. C'est comme la fée des dents, ironisa le doyen. C'est moi le patron ici, et je veux une salle de bain à moi, fit Ridicule d'une voix ferme. Y a pas à discuter, vu? Je veux une salle de bain à temps pour la nuit du porcher, compris? Voilà bien sûr le problème avec les commencements. Parfois, quand on se frotte à des domaines occultes qui n'entretiennent pas les mêmes rapports avec le temps, on obtient l'effet un peu avant la cause. De quelque part, à la limite de l'audible, parvient un bruit. Gling, 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 comme des clochettes d'argent tintinabulantes. À peu près au même moment où l'archichancelier imposait sa loi, Suzanne Stoélite, assise dans son lit, lisait à la lumière d'une bougie. Des arabesques de givre couvraient les fenêtres. Elle appréciait ses débuts de soirée. Une fois les enfants couchés, elle disposait d'un peu de temps à elle. Madame Guêtre paniquait bêtement à l'idée de lui donner des consignes alors même qu'elle lui versait son salaire. Pas un salaire bien gros, évidemment. L'important, c'était d'être sa propre maîtresse et d'exercer un vrai travail. Et gouvernante, c'était justement un vrai travail. Un seul hic. La gêne de son employeuse quand elle avait découvert son rang de duchesse, car dans le livre de Madame Guêtre, un livre peu épais à la grosse écriture, le gratin n'était pas censé travailler. Il était censé fainéanter. Suzanne avait du mal à l'empêcher de faire la révérence quand elle se croisait. Un vacillement lui fit tourner la tête. La flamme de la bougie brûlait à l'horizontale comme en plein vent. Elle leva les yeux. Les rideaux se gonflaient à la fenêtre qui s'ouvrit toute seule avec grand fracas. Mais il n'y avait pas de vent, du moins pas dans ce monde. Des images se formèrent dans sa tête. Un ballon rouge, l'odeur âcre de la neige,
Puis tout cela disparut, remplacé par « Des dents ?» fit Suzanne tout haut. « Encore des dents ?» Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, la fenêtre était parfaitement close comme elle s'y attendait. Les rideaux pendaient sagement. La flamme de la bougie se tenait droite, l'air innocent. « Oh non, pas encore. Après tout ce temps, tout se passait si bien. » « Suzanne !» Elle se retourna. On avait ouvert sa porte et une petite silhouette s'y encadrait pieds nus et en chemise de nuit. Elle soupira. « Oui, Twyla ? J'ai peur du monstre dans la cave, Suzanne. Il va me manger. » Suzanne referma son livre dans un claquement et leva un doigt menaçant. « Qu'est-ce que je t'ai dit sur la manie de mal parler pour se donner l'air trognon, Twyla ? Demanda Suzanne. « T'as dit qu'il fallait pas, répondit la fillette. T'as dit qu'exagérer son aisément, c'est vilain, et que je le fais uniquement pour qu'on s'intéresse à moi. C'est bien. Tu sais de quel monstre il s'agit cette fois ? C'est le gros poilu, j'ai vu. Suzanne leva son doigt. Tss, prévint-elle. Que j'ai vu. Celui avec 8 bras, rectifia Twyla. Quoi encore ? Bon, d'accord. Elle sortit du lit et enfila sa robe de chambre en s'efforçant de rester calme devant l'enfant qui la regardait. Ils étaient donc revenus. Oh, pas les monstres de la cave. Ça, c'était la routine. Mais elle avait dans l'idée qu'elle allait commencer à se rappeler l'avenir. Elle secoua la tête. On a beau s'enfuir le plus loin possible, on se rattrape toujours. Mais les monstres, ça au moins, c'était facile. Elle avait appris comment procéder avec eux. Elle empoigna le tisonnier du pare-feu dans la nurserie et descendit l'escalier de service, Twyla sur ses talons. Les guêtres avaient du monde à dîner. Des voix étouffées s'échappaient de la salle à manger. Puis, au moment où elle passait devant sans bruit, une porte s'ouvrit en répandant un flot de lumière jaune et une voix lança. « Bon de là, il y a là une môme en chemise de nuit avec un tisonnier !» Elle vit des silhouettes se découper dans la lumière et distingua le visage inquiet de Madame Guêtre. « Suzanne, que faites-vous » Suzanne regarda le tisonnier, puis de nouveau Madame Guêtre. « Twyla dit qu'elle a peur d'un monstre dans la cave, Madame Guêtre. »« Et vous allez lui sauter sur le paletot avec un tisonnier ?» fit un des invités. L'atmosphère était lourde de vapeur d'eau-de-vie et de fumée de cigare. « Oui, » répondit simplement la jeune femme. « Suzanne est notre gouvernante, » expliqua Madame Guêtre. « Je vous ai parlé d'elle. » Un changement d'expression s'opéra sur les visages qui la reluquaient depuis la salle à manger. Une sorte de respect amusé y apparut. « Elle tabasse des monstres à coups de tisonnier » s'étonna un convive. « En fait, c'est une idée astucieuse, dit un autre. Une gamine se met dans la tête qu'il y a un monstre dans la cave. On y descend avec le tisonnier, on fait des bruits de bagarre pour la gamine à l'écoute, et tout rendre dans l'ordre. Pas bête, cette fille-là. Très sensée, très moderne. « C'est ce que vous faites, Suzanne » demanda anxieusement Madame Guêtre. « Oui, Madame Guêtre, » répondit docilement Suzanne. « Faut que j'assiste à ça, Pario. C'est pas tous les jours qu'on voit une môme flanquer une raclée à des monstres » s'exclama l'homme derrière elle. Un froufrou de soie et un nuage de fumée de cigare accompagnèrent la sortie des convives dans le couloir. Suzanne soupira de nouveau et descendit l'escalier de la cave, tandis que Twyla restait sagement assise sur la dernière marche, les bras serrés autour des genoux. Une porte s'ouvrit et se referma, suivie d'un bref silence que rompit un hurlement terrifiant. Une femme s'évanouit et un homme lâcha son cigare. « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, » fit calmement Twyla. « Elle gagne toujours, tout va bien se passer. » On entendit des bruits sourds, des chocs métalliques, un vrombissement et enfin comme un gargouillis. Suzanne ouvrit la porte. Le tisonnier était tordu à angle droit. Des applaudissements nerveux l'accueillirent. « Très beau boulot, » fit un invité. « Très psychologique. Bonne idée, ça, de tordre le tisonnier. Et je parie que tu n'as plus peur, hein, petite ?»« Non, » répondit Twyla. « Très psychologique, vraiment. »« Suzanne dit de pas avoir peur, mais d'avoir la rage, » ajouta Twyla. « Merci, Suzanne, » fit Madame Guêtre, qui n'était plus qu'un paquet de nerfs agités de tremblements. « Et maintenant, Sire Geoffroy, si vous voulez bien tous revenir au salon ? La salle de réception, je veux dire. » La troupe remonta dans le vestibule. Les derniers mots que saisit Suzanne avant que la porte ne se referme fut « Drôlement convaincant le coup de tordre le tisonnier comme ça. » Elle attendit. « Ils sont tous partis, Twyla ? » ?»« Oui, Suzanne. »« Bien. » Suzanne retourna dans la cave et en ressortit en remorquant une grosse bête velue à 8 pattes. Elle parvint à la hisser en haut de l'escalier, puis elle la traîna le long du couloir donnant à l'arrière sur la cour, où elle le flanqua dehors d'un coup de pied. La chose se volatiliserait avant l'aube. « Voilà ce qu'on fait aux monstres, nous, » dit-elle. Twyla avait attentivement suivi la scène. « Et maintenant, au lit, jeune fille, » fit Suzanne en la prenant dans ses bras. « Je peux garder le tisonnier dans ma chambre cette nuit ? » « Si tu veux. »
Ça tue seulement les monstres, hein demanda l'enfant d'une voix ensommeillée alors que Suzanne la transportait à l'étage. C'est ça, répondit Suzanne. Toutes les espèces de monstres. Elle déposa la gamine dans son lit, à côté de son frère, et appuya le tisonnier contre le placard à jouer. C'était un tisonnier en métal bon marché aux pommeaux de cuivre. Elle aurait donné cher, se dit Suzanne, pour pouvoir s'en servir sur l'ancienne gouvernante des enfants. Nuit. Bonne nuit. Elle regagna sa chambrette et réintégra son lit en regardant les rideaux avec méfiance. Penser qu'elle avait tout imaginé aurait été agréable, en même temps qu'idiot. Mais elle vivait presque normalement depuis maintenant 2 ans et faisait son chemin dans le monde réel sans jamais se rappeler l'avenir. Peut-être avait-elle tout bonnement rêvé, mais même les rêves pouvaient être réels. Elle s'efforça d'ignorer la grande coulée de cire révélant que la flamme de la bougie avait un bref instant flotté au vent. Tandis que Suzanne cherchait le sommeil, le seigneur sédatif dans son bureau mettait sa paperasse à jour. Le seigneur sédatif était un assassin, ou plutôt un assassin. La majuscule avait son importance. Elle permettait de faire la distinction entre les rustres qui s'abaissaient à tuer pour de l'argent et les hommes du monde auxquels s'adressaient parfois d'autres hommes du monde désireux qu'on les débarrasse, contre rétribution, des lames de rasoir gênantes dans la barbe à papa de la vie. Les membres de la guilde des assassins se tenaient pour des gens cultivés, amateurs de bonne musique, de bonne chair et de bonne littérature. Et ils connaissaient la valeur de la vie humaine, au sou près la plupart du temps. Le bureau du seigneur sédatif était lambrisé de chêne et les tapis recouvraient le plancher. Le mobilier était très ancien et passablement usé, mais de cette usure propre au mobilier haut de gamme, soigneusement entretenu des siècles durant. Du mobilier arrivé à maturité. Un feu de bois brûlait dans la cheminée, 2 chiens dormaient devant, enchevêtrés comme tous leurs gros congénères à poils longs de l'univers. En dehors d'un ronflement canin de temps en temps et du craquement d'une bûche qui s'affaissait, on n'entendait d'autre bruit que le grattement de la plume du seigneur sédatif et le tic-tac de l'horloge de parquet près de la porte. Des sons discrets, intimes, qui ne servaient qu'à définir le silence. Du moins en fit-il jusqu'au moment où quelqu'un se racla la gorge. Le raclement laissait clairement entendre qu'il n'avait pas pour but de déloger un morceau de biscuit gênant, mais simplement de signaler aussi poliment que possible la présence de la gorge. Sédatif cessa d'écrire, mais il ne releva pas la tête. Puis, après ce qui parut un moment de réflexion, il énonça méthodiquement. Les portes sont verrouillées, il y a des barreaux aux fenêtres. Les chiens n'ont pas l'air de s'être réveillés, les lames du parquet n'ont pas grincé. D'autres petites dispositions dont je ne vais pas révéler la nature ont été évitées, semble-t-il, ce qui réduit considérablement les possibilités. Je doute fort que vous soyez un fantôme, et les dieux ne s'annoncent pas aussi poliment d'habitude. Vous pourriez bien sûr être la mort, mais je ne crois pas qu'ils s'embarrassent d'autant de manières, et de toute façon, je me sens en forme. Quelque chose flottait en l'air devant son bureau. Mes dents sont en bon état, il est donc peu probable que vous soyez la fée des dents. J'ai toujours constaté qu'un alcool bien tassé avant d'aller au lit remplace avantageusement le marchand de sable. Et vu que je chante pas trop mal, je ne risque pas d'attirer l'attention du père là-dessus, à mon avis. La silhouette flotta un peu plus près. J'imagine qu'un gnome pourrait passer par un trou de souris, mais j'ai placé des pièges, poursuivit Sédatif. Les croque-mitaines peuvent traverser les murs, mais ils ont une sainte horreur de se faire voir. Franchement, je donne ma langue au chat. Puis il leva les yeux. Une robe grise planait. Elle devait revêtir quelqu'un, puisqu'elle en dessinait la forme. Mais ce quelqu'un n'était pas visible. Sédatif se sentit gagné par le sentiment irritant que l'occupant n'était pas invisible, mais tout bonnement absent sur le plan physique. « Bonsoir, fit-il. » La robe lui répondit. « Bonsoir, seigneur sédatif. » Son cerveau enregistra les mots. Ses oreilles jurèrent n'avoir rien entendu. Mais on ne devenait pas patron de la guilde des assassins en s'effrayant d'Arien. D'ailleurs, l'être n'avait rien d'effrayant. Il aspirait plutôt, se dit Sédatif, une forte impression d'ennui.
Si l'insignifiance fastidieuse pouvait prendre forme, voilà celle qu'elle choisirait. Vous m'avez l'air d'un spectre, dit-il. Des mots lui apparurent dans la tête. Il n'y a pas lieu de discuter de notre nature. Nous vous passons une commande. Vous souhaitez qu'on inhume quelqu'un demanda Sédatif. Que vous y mettiez fin. Sédatif réfléchit. La requête n'était pas si insolite que ça. Il existait des précédents. Tout le monde pouvait acheter les services de la guilde. Plusieurs zombies avaient par le passé embauché la guilde pour régler leurs comptes à leurs meurtriers. En fait, aimait-il à croire, la guilde pratiquait la démocratie ultime. Nul besoin d'intelligence, de position sociale, de beauté ni de charme pour s'offrir ses services. Il fallait simplement de l'argent, ce qui, à la différence du reste, était à la portée de tout le monde. Sauf des pauvres, évidemment, mais il y a toujours des indécrottables. Que vous y mettiez fin. Drôle de façon de présenter la chose. On peut, commença-t-il. Le paiement reflètera la difficulté de la tâche. Notre barème, votre rétribution sera de 3 millions de piastres. Sédatif se carra dans son fauteuil. Des honoraires 4 fois plus élevés que ceux jamais touchés par un membre de la guilde, et il s'agissait d'un tarif spécial famille nombreuse, invité de dernière minute compris. Je ne dois pas poser de questions, je présume, demanda-t-il pour gagner du temps. Vous n'auriez pas de réponse. Mais est-ce que les honoraires proposés sont à la hauteur de la difficulté? Le client est très protégé. Pas protégé du tout, mais certainement impossible à effacer avec des armes conventionnelles. Sédatif hocha la tête. Ce n'était pas forcément un gros problème, se dit-il. La guilde avait amassé un certain nombre d'armes insolites au fil des ans. Effacées. Curieuse façon de formuler la chose. On aime savoir pour qui on travaille, dit-il. Nous en sommes convaincus. Je veux dire qu'on a besoin de connaître votre nom, ou vos noms. L'identité de nos clients reste strictement confidentielle, évidemment. Il faut bien qu'on note quelque chose dans nos archives. Dites-vous que nous sommes les contrôleurs. Vraiment? Et qu'est-ce que vous contrôlez? Tout. On a besoin d'en savoir davantage sur vous, je crois. Nous sommes les employeurs à 3 millions de piastres. Sédatif reconnut le bien fondé de la réponse, même s'il ne la goûtait guère. 3 millions de piastres payaient un tas de questions à ne pas poser. Vraiment, fit-il, dans ce cas, comme vous êtes un nouveau client, on aimerait être payé d'avance, je crois. Comme vous voulez. L'or se trouve d'ores et déjà dans vos chambres fortes. Vous voulez dire qu'il y sera bientôt, fit Sédatif. Non, il y a toujours été. Nous le savons parce que nous venons de l'y déposer. Sédatif observa un moment le capuchon vide, puis, sans quitter des yeux, tendit le bras et saisit le tuyau acoustique. Monsieur Gagneveux, fit-il après avoir soufflé dans le conduit. Ah, parfait. Dites-moi, combien avons-nous en coffre en ce moment? Bon, en gros, à 1 million près, disons. Il écarta le tube de son oreille un instant, puis reparla dedans. Eh bien, soyez aimable pour aller vérifier quand même, mon vieux, vous voulez bien? Il raccrocha le tuyau et posa les mains à plat sur le bureau devant lui. Puis-je vous offrir un verre en attendant? Proposa-t-il. Oui, sûrement. Sédatif se leva avec un certain soulagement et se dirigea vers la grande armoire à alcool. Sa main hésita au-dessus de l'antique et inestimable vitrine à liqueur de la guilde qui renfermait des carafes étiquetées. Mur, Nig, Eutrope et Iski. Note pour le lecteur. Il faut s'en désoler autant que s'en inquiéter. L'aristocratie a toujours cru que les domestiques n'y verraient que du feu si les alcools étaient servis dans des carafes astucieusement libellées à l'envers. De la même manière, tout au long de l'histoire, les majordomes dotés d'une conscience politique affirmée ont cru en toute confiance, et souvent à juste titre, que leur employeur ne remarquerait rien s'il refaisait le niveau de whisky avec de l'énirue.
Retour au récit. Et que désirez-vous boire dit-il en se demandant où se trouvait la bouche du contrôleur. Sa main survola à bref instant la plus petite carafe libellée Nosiope. Nous ne buvons pas. Mais vous venez de dire que je pouvais vous offrir à boire. En effet, nous vous jugeons parfaitement apte à effectuer cette opération. Ah, la main de sédatif resta en suspens au-dessus de la carafe de whisky, puis se ravisa. À cet instant, le tuyau acoustique siffla. Oui, monsieur Gagneveux ? Ah bon ? C'est vrai ? Mais j'ai moi-même souvent trouvé de la monnaie sous des coussins de canapé. C'est incroyable les sommes que... Non, 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 je... Oui, oui, j'avais quelques raisons de... Non, vous n'avez rien à vous Non, 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 je vois mal comment. C'est ça, c'est ça. Allez vous reposer, bonne idée. Merci. Il raccrocha le tuyau. Le capuchon n'avait pas bougé. Nous aurons besoin de savoir où, quand, et bien sûr qui, dit-il au bout d'un moment. Le capuchon opina. Le lieu ne figure sur aucune carte. Nous aimerions que le travail soit terminé avant une semaine. C'est primordial. Quant à qui... Un dessin apparut sur le bureau de sédatif, tandis que lui arrivaient dans la tête les mots « Appelons-le le gros ». « C'est une blague », fit sédatif. « Nous ne blaguons jamais. »« Non, non, ça c'est sûr, se dit sédatif. Ses doigts tambourinèrent sur le bureau. « Beaucoup diraient que cette personne n'existe pas, fit-il. Il existe forcément. Sinon, comment avez-vous pu reconnaître aussi facilement son portrait? Et des tas de gens entretiennent une correspondance avec lui. Bien oui, évidemment, en un certain sens, il existe. En un certain sens, tout existe. C'est une interruption d'existence qui nous intéresse précisément. Le trouver risque d'être délicat. N'importe quelle personne dans la première rue venue vous donnera son adresse à quelque chose près. Oui, évidemment, dit sédatif en se demandant pourquoi le visiteur eût utilisé le terme de personne. Une formulation singulière. Mais, comme vous dites, je doute qu'elle arrive à nous donner ses coordonnées sur une carte. Et quand bien même, comment peut-on inhumer le gros ? Un verre de sherry empoisonné, peut-être. Le capuchon ne se fendit d'aucun sourire, faute de visage. Vous avez mal compris la nature de l'emploi, dit-il dans la tête de sédatif. Le patron de la guilde se contint. On n'employait pas les assassins, on les engageait, on les embauchait, ou on leur passait commande, mais on ne les employait jamais, on n'employait que les domestiques. Et qu'est-ce que j'ai mal compris exactement? Nous payons. À vous de trouver le moyen. Le capuchon commença à s'estomper. Comment puis-je vous contacter? Demanda sédatif. C'est nous qui vous contacterons. Nous savons où vous trouvez. Nous savons où chacun se trouve. La silhouette s'évanouit. Au même instant, la porte s'ouvrit à la volée et la figure affolée de monsieur Gagneveux, le trésorier de la guilde. Excusez-moi, monsieur, mais il fallait absolument que je monte. Il lança des rondelles sur le bureau. Regardez ça. Sédatif se saisit avec précaution d'un disque doré. On aurait dit une petite monnaie, mais aucune valeur indiquée, fit Gagneveux. Pas de pile, pas de face, pas de crénelage. Ce n'est qu'une rondelle vierge. Ce ne sont toutes que des rondelles vierges. Sédatif ouvrit la bouche. Elles ne valent rien. Il se surprit à espérer vaguement que ce soit le cas. Si ces gens-là, quels qu'ils soient, avaient payé avec un métal sans valeur, autant dire qu'il ne subsistait même pas l'ombre d'un contrat.
Mais il voyait bien que ce n'était pas le cas. Dans la profession d'assassin, on apprenait vite à reconnaître les pièces sonnantes et trébuchantes. Des rondelles vierges en or pur, fit-il. Gagneveux opina, sans un mot. Ça fera parfaitement l'affaire, dit Sédatif. C'est forcément magique, dit Gagneveux. Et on n'accepte jamais d'argent magique. Sédatif fit rebondir 2 fois la pièce sur son bureau. Elle rendit un son mat, agréable à l'oreille. Elle n'avait rien de magique. De l'argent magique aurait l'air réel, car destiné à tromper son monde. Mais cet argent-là n'avait pas besoin d'imiter quelque chose d'aussi humain et frelaté que la vulgaire monnaie. C'est de l'or, disait la pièce à ses doigts. À prendre ou à laisser. Sédatif s'assit dans son fauteuil, réfléchissait, tandis que Gagneveux, debout devant lui, s'inquiétait. « On prend, dit-il. Mais... Merci, monsieur Gagneveux, c'est décidé, fit Sédatif. Son regard se perdit un instant dans le vague, puis il sourit. Est-ce que monsieur l'heure du thé est encore dans nos murs? Gagneveux recula. Je croyais que le conseil s'était mis d'accord pour le renvoyer, dit-il sèchement. Après cette affaire avec... Monsieur l'heure du thé ne voit pas le monde tout à fait comme vous et moi, fit Sédatif en prenant le dessin sur son bureau pour le détailler d'un air songeur. Ma foi, je dois reconnaître que vous avez entièrement raison. Envoyez-le-moi, s'il vous plaît. La guilde attirait toutes sortes de gens, se dit Sédatif. Il se surprit à se demander comment elle avait bien pu attirer Gagneveux déjà. On imagine mal le trésorier poignarder quelqu'un en plein cœur. Il aurait trop peur de tacher de sang le portefeuille de la victime. Tandis que monsieur, l'heure du thé... L'ennui, c'était que la guilde recrutait des jeunes garçons, leur offrait une éducation de premier ordre et, incidemment, leur apprenait à tuer proprement, sans émotion, pour de l'argent et pour le bien de la société, du moins pour la couche de la société qui avait de l'argent. D'ailleurs, existait-il d'autres sociétés que celle-là? Pourtant, la guilde s'apercevait parfois qu'elle comptait dans ses murs un élément comme monsieur l'heure du thé, pour qui l'argent ne représentait rien de plus qu'une distraction. Monsieur l'heure du thé avait l'esprit véritablement brillant, mais brillant comme un miroir qui a reçu un choc, tout en facettes et en arc-en-ciel superbe. Complètement fêlé, quoi. Monsieur l'heure du thé profitait trop de la vie, surtout de celle d'autrui. Sédatif avait secrètement décidé que monsieur l'heure du thé aurait sous peu un accident. Comme beaucoup de gens dépourvus de moralité, le seigneur Sédatif obéissait à des critères, et l'heure du thé lui inspirait de la répulsion. L'assassinat était un jeu minutieux, d'ordinaire pratiqué contre des adversaires connaissant eux-mêmes les règles, ou tout du moins en mesure de s'offrir les services de spécialistes qui les connaissaient. Un assassinat propre procurait une grande satisfaction. Un assassinat cochonné n'était pas censé donner de plaisir, ou alors ça faisait jaser. D'un autre côté, l'esprit tordu de l'heure du thé était l'instrument idéal pour régler une telle affaire. Et s'il échouait, ce serait pas vraiment la faute de Sédatif, si? Il se plongea un instant dans la paperasse. Incroyable comme ça s'entassait. Mais il fallait en passer par là. Il n'était pas de vulgaire meurtrier, après tout. On frappa à la porte, il repoussa la paperasse de côté et se carra dans son fauteuil. « Entrez, monsieur l'heure du thé, dit-il. Ça ne faisait pas de mal d'inspirer un peu de crainte et de respect aux visiteurs. En fait, la porte s'ouvrit sur un domestique de la guilde chargé d'un plateau de thé qu'il tenait soigneusement en équilibre. « Ah, Chartier !» fit le seigneur Sédatif en se ressaisissant magnifiquement. « Posez ça sur la table, là-bas, vous voulez bien ?»« Oui, monsieur, » répondit Chartier. Il se retourna et hocha la tête. « Excusez-moi, monsieur, je vais tout de suite chercher une autre tasse, monsieur. »« Pardon ? Pour votre invité, monsieur. »
Quel invité? Ah, quand monsieur Lord du thé. Il se figea. Il se retourna. Un jeune homme assis devant le foyer jouait avec le chien. Monsieur Lord du thé. On prononce le redouté, monsieur, rectifia Lord du thé avec une légère pointe de reproche. Tout le monde commet l'erreur, monsieur. Comment avez-vous fait ça? Sans trop de mal, monsieur. Je me suis légèrement roussi sur la fin, évidemment. Quelques particules de suie traînaient sur le tapis du foyer. Sédatif s'aperçut qu'il les avait entendues tomber sans que ça lui paraisse particulièrement extraordinaire. Personne ne pouvait descendre par la cheminée. Une lourde grille solidement fixée près du sommet du conduit en bloquait l'accès. Mais il existe une cheminée condamnée derrière l'ancienne bibliothèque, fit Lord du thé, comme s'il lisait dans ses pensées. Les conduits communiquent sous le niveau des barreaux. Une promenade de santé, monsieur. Vraiment? Oh oui, monsieur. Sédatif hocha la tête. On apprenait très tôt dans le métier que les vieux bâtiments étaient souvent criblés de conduits de cheminée condamnés. Ensuite, se dit-il, on oubliait. On avait aussi toujours avantage à inspirer la crainte chez autrui. Il avait oublié qu'on enseignait ça également. Les chiens ont l'air de vous apprécier, dit-il. Je m'entends bien avec les animaux, monsieur. Le visage de Lord du thé était jeune, ouvert et amical. Du moins, souriait-il tout le temps. Mais pour la plupart des gens, son œil unique gâchait l'ensemble. Un accident inexpliqué l'avait privé de l'autre que remplaçait désormais une bille de verre. Le résultat était déroutant. Mais ce qui inquiétait bien davantage le seigneur sédatif, c'était son œil véritable, celui qu'on pourrait qualifier de normal par défaut. On n'avait jamais vu de pupille aussi petite et vide. Lord du thé observait le monde à travers un trou d'aiguille. Il s'aperçut qu'il s'était à nouveau retranché derrière son bureau. C'était l'effet Lord du thé. On se sentait mieux avec une barrière entre lui et soi. « Vous aimez les animaux, n'est-ce pas ?» dit-il. « J'ai ici un rapport mentionnant que vous avez cloué le chien du seigneur Georges au plafond. » « Je n'allais pas le laisser aboyer pendant que je travaillais, monsieur. D'autres l'auraient drogué. »« Oh !» Lord du thé parut un instant abattu, puis son visage s'éclaira. « Mais j'ai parfaitement rempli le contrat, monsieur. Aucun doute là-dessus, monsieur. Je me suis assuré que le seigneur Georges ne respirait plus à l'aide d'un miroir, comme on me l'a appris. C'est dans mon rapport. »« Oui, effectivement. » Au moment de la vérification, la tête de la victime se trouvait apparemment à plusieurs pas du corps. Penser que Lord du thé ne voyait rien d'incongru à la situation était horrible. « Et les domestiques ?» fit-il. « Je n'allais pas les laisser me déranger, monsieur. » Sédatif opina, à demi hypnotisé par le regard vitreux et la pupille en trou d'aiguille. « Non, vous ne pouviez pas les laisser vous déranger. Et un assassin risque parfaitement de rencontrer une sérieuse résistance professionnelle, peut-être même de la part de gens ayant reçu une formation identique, mais un vieillard et une servante qui avaient eu le malheur de se trouver dans la maison à ce moment. Il n'existait pas véritablement de règles. Sédatif devait le reconnaître. Seulement, au fil des ans, la guilde s'était forgée une certaine éthique et ses membres manifestaient un penchant pour le travail soigné, allant jusqu'à refermer les portes derrière eux et à tout ranger en partant. Blesser les innocents était plus grave que transgresser l'ordre moral de la société. Ça relevait du manquement aux bonnes manières. Et pire, du mauvais goût. Mais il n'existait pas véritablement de règles. « J'ai bien fait, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda Lord du thé d'un ton anxieux. « Ça manquait d'élégance, » fit Sédatif. « Ah, merci, monsieur. J'apprécie qu'on me corrige. Je m'en souviendrai la prochaine fois. » Sédatif respira profondément. « Voilà de quoi je désire vous parler, dit-il. Il tendit le portrait de... Comment la chose l'avait-elle appelé? Le gros. À titre d'information, dit-il, comment vous y prendriez-vous pour inhumer ce monsieur? N'importe qui d'autre, il en était sûr, aurait éclaté de rire et lancé une réflexion du genre « Est-ce une blague, monsieur ?» Lord du thé, lui, se pencha sur le portrait,
la mine curieusement résolue. « Difficile, monsieur. »« Sûrement, » concéda Sédatif. « Il me faudrait du temps pour mettre un plan sur pied, monsieur, » poursuivit Lord du Thé. « Bien entendu, et... » On frappa à la porte et Chartier entra apportant une deuxième tasse sur une soucoupe. Il inclina la tête avec respect devant le seigneur Sédatif et s'en repartit sans un bruit. « Ça y est, monsieur, » dit Lord du Thé. « Pardon, » fit Sédatif, momentanément distrait. « J'ai réfléchi à un plan, monsieur, » dit Lord du Thé avec patience. « Non. »« Si, monsieur. »« Déjà ?»« Oui, monsieur. »« Grand Dieu !» Eh bien, monsieur, vous savez qu'on nous encourage à réfléchir à des problèmes hypothétiques. Oui, c'est un exercice très utile. Sédatif s'interrompit, puis parut secoué. Vous voulez dire que vous avez réellement passé du temps à imaginer comment inhumer le père Porcher ? Fit-il d'une petite voix. Vous avez réellement pris la peine de chercher ? Vous avez réellement pris sur votre temps libre pour résoudre le problème ? Oh oui, monsieur. Et aussi pour inhumer le canard du mardi du gâteau de l'âme et le marchand de sable et la mort. Sédatif cligna des yeux une nouvelle fois. Vous avez réellement pris la peine de réfléchir à... Oui, monsieur. J'ai réuni un dossier plutôt intéressant en dehors de mes heures de service, bien entendu. Je veux être sûr de bien comprendre, monsieur Lord du Thé. Vous vous êtes attelé à chercher des façons de tuer la mort ? Uniquement comme passe-temps, monsieur. Et évidemment, comme passe-temps, bien sûr. Moi-même, je collectionnais les papillons, fit Sédatif, tandis qu'il lui revenait en mémoire les premiers émois nés de l'utilisation du poison et de l'épingle. Mais d'ailleurs, monsieur, la méthodologie est au fond exactement la même que pour un humain. L'occasion, la topographie, la technique. Il faut juste travailler avec les données connues sur l'individu visé. Évidemment, dans le cas qui nous occupe, elle ne manque pas. Et vous avez déjà résolu la question, c'est ça ? Demanda un Sédatif fasciné. Oh, il y a longtemps, monsieur. Quand ça, si je puis me permettre ? Je crois que je devais être couché dans mon lit pendant une nuit de Porcher, monsieur. Grand Dieu, songea Sédatif, et dire que moi je me contentais de guetter les tintements de clochettes de traîneau. Ma parole, fit-il tout. J'aurais peut-être des détails à vérifier, monsieur, je vous serais obligé de m'autoriser à consulter certains ouvrages de la bibliothèque noire. Mais oui, je crois avoir une petite idée de la marche à suivre. Pourtant, cet individu, on pourrait le croire techniquement immortel. Tout le monde a son point faible, monsieur. Même la mort ? Oh oui, absolument, pas de doute. Vraiment ? Sédatif tambourina de nouveau sur la table. Ce garçon ne pouvait tout de même pas avoir un véritable plan, se disait-il. Il avait assurément l'esprit tordu. Tordu, une véritable spirale, oui. Mais le gros n'était pas seulement une cible de plus dans un quelconque hôtel particulier. On pouvait raisonnablement supposer que des petits malins avaient déjà tenté de le prendre au piège. Cette pensée le réconforta. Lord du Thé courait à l'échec. Un échec qui risquait de lui être fatal si son plan ne tenait pas la route. La guilde perdrait peut-être son or dans l'affaire. Mais peut-être que non. « Très bien, dit-il, je n'ai pas besoin de savoir en quoi consiste votre plan. » Ça tombe bien, monsieur. Comment ça ? Parce que je ne compte pas vous le révéler, monsieur. Vous seriez contraint de le désapprouver. Je suis stupéfait de vous voir si sûr de son succès, Lord du Thé. Je réfléchis au problème avec logique, monsieur, dit le jeune homme. Son ton était réprobateur. Logique ? Fit Sédatif. Je vois les choses différemment du reste du monde, j'imagine. Une journée calme pour Suzanne, même si, sur le chemin du parc, Gauvin avait marché sur une fissure du trottoir, exprès. Entre autres terreurs invoquées par l'ancienne gouvernante farfelue, il y avait les ours tapis dans la rue pour dévorer l'imprudent qui marchait sur une fissure. Suzanne avait pris l'habitude d'emporter le tisonnier sous son manteau strict.
Un bon lion suffisait la plupart du temps. Chose étonnante, personne d'autre qu'eux ne les voyait. Gauvin, avait-elle dit en observant un ours nerveux qu'il avait soudain repéré et s'efforçait de s'éclipser d'un air détaché. Oui, tu as fait exprès de marcher sur la fissure pour m'obliger à cogner sur une pauvre bête dont le seul tort est de vouloir te mettre en charpie. Je sautillais. Exactement. Les enfants, comme il faut, ne s'amusent pas à sautiller à moins d'être drogués. Il lui adressa un grand sourire. Si je te vois encore faire des simagrées, je te noue les bras derrière la tête, fit Suzanne d'un ton égal. Il opina et bouscula Twyla à bas de la balançoire. Suzanne se détendit satisfaite. Elle avait découvert ça toute seule. Les menaces idiotes n'inquiétaient aucunement les enfants, mais elles les incitaient à obéir, surtout celles qui abondaient en détails pittoresques. L'ancienne gouvernante avait recours à divers monstres et croque-mitaines pour imposer sa discipline. Il y avait toujours quelque chose prêt à dévorer ou emporter les vilains garçons et les vilaines filles pour des délits tels que bégayer ou persister par défi et désir d'agacer à écrire de la main gauche. Il y avait toujours un homme au ciseau attendant une petite fille qui suçait son pouce, toujours un père fouettard dans la cave. C'est avec de telles briques que se construit l'innocence de l'enfance. Les tentatives de Suzanne pour que ses protégés cessent de croire aux monstres n'avaient fait qu'aggraver les problèmes. Twyla s'était mise à mouiller son lit. Il s'agissait peut-être d'une forme de défense rudimentaire contre l'horrible bête griffue qui, elle n'en doutait pas, vivait dessous. Suzanne avait fait cette découverte la première nuit lorsque la gamine s'était réveillée en pleurs à cause d'un croque-mitaine dans le placard. En soupirant, elle était allée y jeter un coup d'œil. Elle avait éprouvé une telle colère qu'elle en avait délogé le monstre, lui avait abattu sur le crâne le tisonnier de la nurserie, puis démis l'épaule pour faire bonne mesure avant de le flanquer dehors à coups de pied par la porte de derrière. Les enfants refusaient de ne plus croire au monstre parce qu'ils savaient parfaitement qu'il rôdait autour d'eux. Voilà. Elle avait découvert qu'ils pouvaient aussi croire dur comme fer au tisonnier. À présent assise sur un banc, elle lisait un livre. Elle mettait un point d'honneur à emmener chaque jour Gauvin et Twyla partout où ils pouvaient côtoyer d'autres gamins de leur âge. S'ils s'acclimataient au terrain de jeu, se disait-elle, ils ne craindraient rien une fois adultes. De plus, elle trouvait agréable d'entendre les voix des jeunes enfants en train de jouer dès lors qu'on prenait soin de s'installer assez loin pour ne pas comprendre ce qu'ils racontaient. Ils avaient cours plus tard, lesquels cours se passaient nettement mieux depuis qu'elle s'était débarrassée des livres de lecture parlant de ballons qui rebondissent et de chiens du nom de Toby. Elle avait fait découvrir à Gauvin les campagnes militaires du général Tacticus, sanguinaire comme il se devait, mais surtout jugé trop ardu pour un enfant. En conséquence de quoi, le jeune garçon doublait son vocabulaire d'une semaine sur l'autre et arrivait déjà à placer des mots comme éviscérés dans les conversations courantes. Après tout, quel intérêt d'apprendre à des gamins à se comporter comme tels? Ils excellaient naturellement dans ce domaine. Quant à elle, ce qui l'effrayait un peu, elle excellait naturellement à s'occuper d'eux. Elle se demandait avec méfiance si ce n'était pas de famille. Et si, vu la docilité avec laquelle ses cheveux se coiffaient en chignon guindé, elle n'était pas vouée à ce type d'emploi pour le restant de ses jours. C'était la faute de ses parents. Ils n'avaient pas cru mal faire, du moins l'espérait-elle charitablement. Ils avaient voulu la protéger, la tenir éloignée des autres mondes, de tout ce qui passait pour occulte, de son grand-père, disons-le franchement, ce qui, songeait-elle, l'avait un brin perturbé. Évidemment, soyons justes, c'est la tâche des parents, le monde recélé de tant de méandres que les enfants n'avaient aucune chance de s'y intégrer si leur géniteur ne leur faussait pas un tant soit peu la cervelle. Et les siens, consciencieux, attentionnés, lui avaient donné un foyer et même une éducation. Une bonne éducation d'ailleurs. Mais bien plus tard, elle s'était rendue compte qu'il l'avait éduquée, disons, à l'éducation. Entendez à enseigner. Car le jour où on avait besoin de calculer le volume d'un cône, on pouvait passer voir Suzanne Stoélite en toute confiance. Quand on ne se rappelait plus les campagnes du général Tacticus ni la racine carrée de 27,4, on pouvait compter sur elle. Quand il fallait quelqu'un de capable de discuter en 5 langues d'articles ménagers et babioles à acheter dans les magasins, Suzanne arrivait en tête de liste. L'éducation avait été facile. Mais apprendre s'était révélé plus dur. L'éducation, c'était un peu comme une maladie sexuellement transmissible. Ça rendait inapte à des tas de besognes, puis ça démangeait d'en faire profiter les autres. Elle était devenue gouvernante, un des rares emplois qu'une aristocrate reconnue pouvait tenir. Elle y avait pris goût. Elle s'était juré que le jour où elle se retrouverait à danser sur les toits avec des ramoneurs, elle se frapperait à mort à coups de son propre parapluie. Après le thé, elle leur lut une histoire. Ils aimaient ces histoires.
Celle du livre était assez horrible, mais la version de Suzanne passa comme une lettre à la poste. Elle traduisait au fur et à mesure de sa lecture. Puis, Jacques abattit la tige du haricot, ajoutant meurtre et vandalisme écologique au chef d'accusation de vol, subordination et effraction déjà mentionnés, mais il s'en tira à bon compte et vécut toujours heureux sans même éprouver une pointe de remords pour ce qu'il avait commis. Preuve qu'on peut tout se faire pardonner quand on est un héros, car personne ne pose de questions gênantes. Et maintenant, elle referma le livre d'un coup sec. C'est l'heure d'aller au lit. L'ancienne gouvernante leur avait appris une prière dans laquelle figurait l'espoir qu'un dieu ou un autre emporterait leurs âmes si jamais ils mouraient pendant leur sommeil, et qui laissait entendre, autant que pouvait en juger Suzanne, que c'était une bonne chose. Un jour, se promettait-elle, elle dénicherait cette bonne femme. Suzanne, fit Twyla de quelque part sous les couvertures. Oui. Tu sais que la semaine dernière, on a écrit des lettres au père Porcher. Oui. Seulement, au parc, Rachel, elle a dit qu'il n'existait pas et que c'est en réalité le père de famille. Et tous les autres ont dit qu'elle avait raison. Il y eut un bruissement dans l'autre lit. Le frère de Twyla s'était retourné pour écouter en douce. Oh là là, songea Suzanne. Elle avait espéré éviter ça. C'était l'histoire du canard du mardi du gâteau de l'âme qui se répétait. Est-ce important du moment que tu as les cadeaux répliqua-t-elle en lançant un appel direct à la cupidité. Oui. Oh là là, oh là là. Suzanne s'assit sur le lit en se demandant comment diable elle allait se tirer de ce mauvais pas. Elle tapota la seule main visible de la fillette. Alors écoute-moi bien, dit-elle en respirant mentalement un grand coup. Partout où les gens sont bornés et déraisonnables, et partout où ils ont, en mettant les choses au mieux, la finesse d'attention d'un poulet pris dans un ouragan et la capacité d'investigation d'un cafard unijambiste, et partout où les gens sont bêtement crédules, pitoyablement attachés aux certitudes de la nurserie et comprennent pour la plupart autant les réalités de l'univers physique qu'une huître comprend l'alpinisme, oui, Twyla, le père Porcher existe. Ce n'était plus que silence sous les draps. Elle avait senti que le ton de sa voix avait porté. Les mots n'avaient eu aucune importance. L'humanité tout crachée, comme aurait dit son grand-père. Nuit. Bonne nuit, dit Suzanne. Ce n'était même pas une taverne, seulement un local où l'on buvait en attendant des rendez-vous d'affaires. Les affaires se cantonnaient le plus souvent à un transfert de propriété d'un bien d'une personne à une autre. Mais les affaires traitaient-elles d'autre chose ? 5 hommes d'affaires se tenaient assis autour d'une table, à la lumière d'une bougie plantée dans une soucoupe. Une bouteille ouverte trônait entre eux. Ils prenaient soin de la garder à l'écart de la flamme de la bougie. « Plus de 6 heures, dit l'un d'eux, un gros costaud à dreadlocks et à la barbe si fournie qu'on aurait pu y garder des chèvres. Ça fait des siècles que les horloges ont sonné. Il arrive pas, on se tient. Rassieds-toi, tu veux. Les assassins sont toujours à la bourre. Question de style, d'accord ? Celui-là est timbré. Excentrique. Quelle est la différence ? Un paquet de fric. Les 3 qui n'avaient pas encore ouvert la bouche échangèrent un regard. C'est quoi cette histoire ? Vous avez jamais dit que c'était un assassin, fit Grillage. Il a jamais dit que le type était un assassin, hein, Banjo ? Suivit ce qui ressemblait à un tonnerre au loin. Banjo, blanc de lys, se raclait la gorge. Exact, répondit une voix depuis les grandes hauteurs. Vous l'avez jamais dit. Les autres attendirent que le grondement meure. Même la voix de Banjo était balèze. Il est timbré. Et il a un œil bizarre. C'est que du verre, d'accord ? Répliqua celui connu sous le nom d'œil de chat, en faisant signe au serveur d'apporter 4 bières et un verre de lait. Et il nous paye 10 000 piastres chacun. Je me fiche de savoir à quoi ressemble son œil. Paraît qu'il est du même matériau que les boules de cristal pour la bonne aventure. Me dis pas que c'est normal. Et il regarde tout le monde avec, dit le premier intervenant. On le connaissait sous le nom de la pêche, mais personne n'avait jamais découvert pourquoi. Œil de chat poussa un soupir. Monsieur l'heure du thé faisait effectivement une impression étrange, aucun doute là-dessus. Mais tous les assassins avaient un côté bizarre. Et l'homme payait bien. Beaucoup d'assassins employaient des indicateurs et des serruriers.
Ce faisant, il dérogeait techniquement aux règles, mais toutes les valeurs se perdent, pas vrai? D'ordinaire, ils payaient peu et en retard, comme si c'était eux qui rendaient le service. Mais l'heure du thé était correcte. Bien sûr, après quelques minutes de conversation avec lui, on avait les yeux qui commençaient à pleurer et on se sentait le besoin de se récurer la peau, face interne comprise. Mais nul n'est parfait, hein? La pêche se pencha. Vous savez quoi, fit-il. Je me dis qu'il est peut-être déjà ici, déguisé, à se moquer de nous. Eh bien, s'il est ici à se moquer de nous, il fait craquer ses articulations. Moyen David Blanc de Lys, le dernier des 5, promena un regard circulaire. Il distingua effectivement un grand nombre de silhouettes solitaires dans la salle sombre et basse de plafond, assis dans les angles. La plupart portaient des manteaux à grands capuchons sous lesquels elles se dissimulaient. Aucune n'avait l'air particulièrement amical. « Sois pas bête, la pêche, » murmura Œil de Chat. « C'est le genre de truc qu'ils font, » insista la pêche. « Ce sont des maîtres du déguisement. » Avec son œil, le type assis à côté du feu porte un bandeau, fit Moyen David. Moyen David n'était pas très bavard, mais très observateur. Les autres se tournèrent pour le dévisager. Il va attendre qu'on soit plus sur nos gardes, puis s'exclamer « Ha ha !» dit la pêche. « Il tue que pour l'argent, » fit Œil de Chat. Mais on sentait maintenant une pointe de doute dans sa voix. Il ne quittait pas des yeux l'homme encapuchonné. Lui ne les quittait pas de l'œil. Si on leur avait demandé d'expliquer de quoi ils vivaient, les 5 attablés auraient répondu « de choses et d'autres » ou « de mon mieux », à part Banjo, qui aurait sans doute lancé « que donc ?» Ils étaient, selon les critères d'une société indifférente, des criminels, même si eux ne se considéraient pas comme tels et ne savaient même pas épeler des mots comme « infâme ». Leur activité principale, c'était le déménagement. Les articles à déménager se trouvaient parfois du mauvais côté de la porte en acier, disons, ou dans la mauvaise maison. D'autres fois, il s'agissait en réalité de gens trop peu importants pour qu'on aille déranger la guilde des assassins, mais qui représentaient néanmoins une gêne au poste qu'ils occupaient et se trouvaient bien mieux, par exemple, quelque part au fond de l'eau. Aucun des 5 n'appartenait à une guilde officielle et ils recrutaient le plus souvent leurs clients parmi ceux qui, pour d'obscures raisons personnelles, ne voulaient pas importuner les guildes, parfois parce qu'ils en étaient membres eux-mêmes. Il ne manquait pas de travail, il y avait toujours une bricole à déplacer de A en B, ou bien entendu au fond de l'eau. D'une minute à l'autre maintenant, fit la pêche, tandis que le serveur apportait des bières. Banjo se racla la gorge, signe d'une nouvelle pensée qui avait germé. « Ce que je piche pas, dit-il, c'est... » « Oui, fit son frère. « Ce que je piche pas, c'est depuis quand il y a des serveurs ici ?»« Bonsoir, » fit l'heure du thé en déposant son plateau. Ils le dévisagèrent en silence. Il les gratifia d'un sourire amical. La main gigantesque de la pêche claqua sur la table. « Tu nous as pris par surprise, espèce de petit !» commença-t-il. Dans le secteur d'activité des malfrats, les malfrats développent une certaine prescience. Moyen David et Œil de Chat, assis de part et d'autre de la pêche, se penchèrent nonchalamment pour s'écarter. « Salut !» dit l'heure du thé. Suivit un geste indistinct et un couteau vibra sur la table entre le pouce et l'index de la pêche. Il le regarda avec horreur. « Je m'appelle le Redouté, » dit l'heure du thé. « Et vous, qui êtes-vous ?»« Je suis la pêche, » répondit la pêche, sans cesser de fixer le couteau qui vibrait encore. « Un nom intéressant, » fit l'heure du thé. « Pourquoi vous appelez-vous la pêche, la pêche ?» Moyen David toussa. La pêche leva les yeux sur le visage de l'heure du thé. L'œil de verre n'était qu'une bille grise légèrement flamboyante. L'autre œil, un petit point dans un océan de blanc. Le seul contact qu'entretenait la pêche avec l'intelligence se bornait à passer à tabac et à voler à la première occasion, mais un instinct de conservation soudain le colla à son siège. « C'est que je me rase pas, dit-il. »
La pêche n'aime pas les larmes. La pêche n'aime pas les lames, monsieur, dit Œil de Chat. Et vous avez beaucoup d'amis, la pêche demanda l'heure du thé. Quelques-uns, ouais. Dans un brusque mouvement tourbillonnant qui fit sursauter tout le monde, l'heure du thé s'écarta, empoigna une chaise, l'approcha d'un coup de la table et s'assit dessus. 3 hommes avaient déjà la main sur leur épée. Moi, je n'en ai pas beaucoup, dit-il d'un air de s'excuser. Je ne sais pas y faire. D'un autre côté, je n'ai pas d'ennemis du tout, semble-t-il. Aucun. Pas mal, n'est-ce pas? L'heure du thé avait réfléchi dans le formidable feu d'artifice bourdonnant qu'était son cerveau. Il avait réfléchi à l'immortalité. Il était peut-être complètement fêlé, mais pas fou. On trouvait à la guilde des assassins beaucoup de tableaux et de bustes de membres célèbres qui, par le passé, avaient Non, bien entendu, ce n'était pas ça. On trouvait des tableaux et des bustes de clients célèbres de membres, non loin duquel était vissée une modeste plaque de cuivre gravée d'un commentaire tout simple du genre « A quitté cette vallée de larmes le 3 Gruin, année de la sangsue transversale avec l'aide de l'honorable K.W. Dobson ». Beaucoup d'anciennes écoles, excellantes, exhibaient dans une salle quelconque des monuments aux morts, énumérant les noms des anciens élèves qui avaient donné leur vie pour le roi et le pays. La guilde procédait selon le même principe, sauf que pour la question des vies, et plus précisément de leurs généreux donataires. Tout membre de la guilde désirait voir ainsi son nom affiché. Une telle inscription avait valeur d'immortalité, et plus le client était important, plus la petite plaque de cuivre se faisait extrêmement sobre et discrète afin que le nom n'échappe à personne. Pour tout dire, quand on était très très connu, ce n'était même pas nécessaire de mentionner le nom. Les hommes autour de la table l'observaient. C'était toujours difficile de savoir à quoi réfléchissait Banjo, ou même s'il réfléchissait tout court. Mais les 4 autres ruminaient des pensées du style « petit con prétentieux », comme tous les assassins. Crois tout savoir. Je pourrais le démolir d'une seule main sans problème. Mais on raconte des choses. Ses yeux me filent la chair de poule. Alors, c'est quoi le boulot demanda Grillage. Chez nous, il n'est pas question de boulot, rectifia l'heure du thé. Nous rendons des services. Et ce service vous rapportera 10 000 piastres chacun. C'est vachement au-dessus du tarif de la guilde des voleurs, dit Moyen David. Je n'ai jamais aimé la guilde des voleurs, dit l'heure du thé, sans tourner la tête. Pourquoi ça? Il pose trop de questions. Nous, on n'en pose pas, se défendit aussitôt Grillage. Nous allons nous entendre à merveille, fit l'heure du thé. Prenez un autre verre pendant que nous attendons le reste de notre petite troupe. Grillage vit les lèvres de Moyen David commencer à former les premières lettres, lettres que Grillage jugea inopportunes. Il donna un coup de pied à son acolyte sous la table. La porte s'entr'ouvrit. Une silhouette entra, mais tout juste. Elle s'introduisit par l'interstice et se glissa le long du mur d'une manière calculée pour ne pas attirer l'attention. Calculée, entendez, par un inconscient peu doué pour ce genre de calcul. Le nouvel arrivant les regarda par-dessus son col relevé. « C'est un mage, dit la pêche. » L'inconnu se précipita vers leur table et tira une chaise à lui. « Non, je ne suis pas un mage, souffla-t-il. Je suis incognito. » D'accord, monsieur le cognito, fit Moyen David. Vous êtes qu'un gus avec un chapeau pointu. Là, c'est mon frère Banjo. Ça, c'est la pêche. Et là, c'est Gris. Le mage regarda l'heure du thé avec désespoir. Je ne voulais pas venir. Monsieur Sidonet, ici présent, est effectivement un mage, dit l'heure du thé. Un étudiant, en tout cas, mais dans une mauvaise passe pour le moment, d'où son désir de se joindre à notre entreprise. Dans une mauvaise passe jusqu'où, exactement demanda Moyen David. Le mage évita de croiser aucun regard. J'ai commis une erreur de jugement à propos d'un pari, expliqua-t-il. Vous avez perdu un pari, vous voulez dire? Fit Grillage. J'ai payé dans le temps. Oui, mais Chrysopras le troll réagit curieusement quand son argent se change en plomb le lendemain, dit l'heure du thé, d'un ton tout joyeux. Notre ami a donc besoin de collecter quelques liquidités dans un bref délai et dans l'intérêt de ses bras et de ses jambes.
Il n'était pas question de magie dans notre affaire, fit la pêche. Notre objectif, c'est... imaginez si vous voulez une tour de mage, messieurs, dit l'heure du thé. C'est pas vraiment une tour de mage, dites, fit moyen David. Il a un sens de l'humour très bizarre dès qu'il s'agit de traquenard. Non, des gardes? Je pense s'il faut en croire les légendes, mais pas beaucoup. Moyen David plissa les yeux. Il y a des objets de valeur dans cette tour? Oh oui. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gardes alors? Le propriétaire ne se rend probablement pas compte de la valeur de ce qu'il a. Des serrures? Demanda encore moyen David. Il faudra prendre un serrurier en cours de route. Qui? Monsieur Lebrun. Ils approuvèrent. Tout le monde, du moins tout le monde dans le métier, et tout le monde dans le métier savait ce qu'était le métier, ou alors il n'était pas vraiment du métier, connaissait Monsieur Lebrun. Sa présence à n'importe quelle étape d'un travail garantissait une certaine respectabilité. D'allure soignée, assez âgé, il était l'inventeur de la plupart des outils que renfermait son gros sac en cuir. Quelle que soit la ruse qu'on employait pour s'introduire quelque part, venir à bout d'une petite armée ou découvrir la salle secrète du trésor, tôt ou tard, on envoyait chercher Monsieur Lebrun, qui s'amenait alors avec sa sacoche, ses petites bricoles flexibles, ses petites fioles de produits alchimiques louches et ses petites chaussures astiquées. Pendant 10 minutes, il se contentait de regarder la serrure, après quoi il choisissait un bout de métal tordu dans un trousseau de plusieurs centaines d'autres, quasi identiques, et, moins d'une heure plus tard, il s'en repartait avec 10% net des recettes. Bien sûr, rien n'obligeait à recourir au service de Monsieur Lebrun. On pouvait toujours choisir de passer le reste de son existence à fixer une porte verrouillée. Très bien. Ça se trouve où? Demanda la pêche. L'heure du thé se tourna vers lui et sourit. Si c'est moi qui vous paye, pourquoi n'est-ce pas moi qui pose les questions? La pêche n'essaya même pas de lui faire baisser son œil de verre une deuxième fois. Je veux savoir ce qui m'attend, c'est tout, marmonna-t-il. Une bonne reconnaissance. Voilà le secret d'une opération réussie, dit l'heure du thé. Il se tourna, leva les yeux sur la masse de banjo et ajouta « Qu'est-ce que c'est ça ?»« C'est banjo, répondit moyen David en se roulant une cigarette. Est-ce qu'il fait des tours? Le temps suspendit un instant son vol. Les autres malfrats observèrent moyen David. Il passait auprès de ses collègues des classes défavorisées morporquiennes pour réfléchi et patient, voire pour une espèce d'intellectuel à cause de certains de ses tatouages correctement orthographiés. On pouvait compter sur lui en cas de pépin, et il était surtout honnête, comme il se doit pour un bon criminel. S'il avait un défaut, c'était sa manie d'affliger un châtiment définitif et sans appel à quiconque se permettait des réflexions sur son frère. S'il avait une qualité, c'était sa manie de prendre son temps. Les doigts de moyen David tassèrent le tabac dans le papier et portèrent la cigarette à ses lèvres. Non, répondit-il. Grillage voulut détendre la conversation. On ne peut pas dire qu'il soit futé, mais il est toujours utile. Il soulève 2 hommes de chaque main. Par le cou. Ouais, fit Banjo. Il ressemble à un volcan, dit l'heure du thé. Vraiment? Fit moyen David, blanc de lys. Grillage bondit aussitôt et le repoussa sur son siège. L'heure du thé se retourna et lui sourit. J'espère beaucoup que nous deviendrons amis, messieurs, monsieur moyen David, dit-il. Ça me fend le cœur de penser que je ne suis peut-être pas entouré d'amis. Il le gratifia d'un autre sourire éclatant. Puis il revint au reste de la tablée. Sommes-nous décidés, messieurs? Tout le monde acquiesça, un peu à contre-cœur, compte tenu de l'opinion unanime que la place de le redouter était dans une chambre aux murs capitonnés, mais 10 000 piastres, c'était 10 000 piastres, voire davantage. Bien, fit l'heure du thé. Il toisa Banjo. Alors, autant commencer tout de suite, j'imagine. Et il frappa brutalement Banjo sur la bouche. La mort ne se déplaçait pas en personne à chaque fois qu'une existence venait à son terme. Ce n'était pas nécessaire.
Les gouvernements gouvernent, mais les premiers ministres et les présidents ne se déplacent pas physiquement chez les citoyens pour leur expliquer comment mener leur vie. Ils risqueraient d'y perdre la leur. Il y a des lois pour ça. Mais la mort s'assurait de temps en temps que tout fonctionnait correctement, ou pour être plus précis, que tout cessait correctement de fonctionner dans les secteurs les moins importants de sa juridiction. Pour l'heure, il marchait dans des océans enténébrés. Des nuages de vase s'élevaient autour de ses pieds tandis qu'il parcourait à grands pas le fond de la tranchée. Sa robe flottait autour de lui. Tout n'était que silence, pression et nuit profonde totale. La vie y avait pourtant sa place, même si loin sous la surface. Calmars géants et homards aux paupières irisées de dents, créatures arachnoïdes affublées d'estomacs sur leurs pattes et poissons lumineux. C'était un monde cauchemardesque, noir et silencieux, mais la vie se développait à la moindre occasion. Dans le cas contraire, elle met un peu plus de temps. La destination de la mort était une légère élévation au fond de la tranchée. Déjà, l'eau qui l'entourait se réchauffait et se peuplait davantage, surtout de bestioles qu'on aurait dites assemblées à partir du résidu de tout le reste. Invisible mais sensible, une immense colonne d'eau bouillante montait d'une fissure. Quelque part, en dessous, gisaient des rochers que le champ magique du disque portait presque à l'incandescence. Des aiguilles minérales s'étaient déposées autour de l'orifice, et dans cette toute petite oasis, une forme de vie s'était développée. Sans besoin d'air, ni de lumière, ni même de nourriture dans le sens où l'entendent la plupart des autres espèces. Elle avait grandi à la limite de la colonne d'eau, croisement entre un ver de terre et une fleur. La mort s'agenouilla pour l'observer parce qu'elle était minuscule. Mais pour une raison inconnue, dans un tel milieu dépourvu d'yeux et de lumière, elle était d'un rouge éclatant. La prodigalité de la vie dans ce domaine ne cessait jamais de l'étonner. Il fouilla dans sa robe et en sortit un petit rouleau de matière noire comme une trousse de bijoutier. Avec une extrême précaution, il prit dans une des poches à l'intérieur une faux miniature. Il la serra entre le pouce et l'index et attendit. Quelque part au-dessus, un courant vagabond délogea un éclat de rocher qui dégringola en soulevant des petits nuages de vase au gré de ses rebonds sur la paroi de la tranchée. Il atterrit juste à côté de la fleur vivante avant de rouler et de l'arracher à la roche. La mort donna un coup de faux miniature au moment où la fleur se fanait. On parle souvent de la vision toute puissante de diverses entités fabuleuses. On les dit capables de voir la chute du moindre moineau. C'est peut-être vrai, mais une seule est toujours là quand il s'écrase par terre. L'âme du ver de la tranchée était microscopique et rudimentaire. Elle ne s'encombrait pas de péché. Elle n'avait jamais convoité les polypes du voisin. Elle n'avait jamais flambé au jeu, ni bu d'alcool fort. Elle ne s'était jamais embarrassée de questions comme « Pourquoi suis-je ici ?» vu qu'elle n'avait aucune conscience du « où », ni en l'occurrence du « jeu ». Le fil chirurgical de la faux libéra néanmoins quelque chose qui disparut dans les eaux tumultueuses. La mort rangea soigneusement son instrument et se releva. Tout allait bien, tout se passait à sa convenance. Mais il n'en était rien. De la même manière qu'un excellent technicien entend le changement subtil signalant un palier défectueux bien avant que le plus précis des instruments ait détecté la moindre anicroche, la mort nota une dissonance dans la symphonie du monde. Une fausse note parmi des milliards, mais d'autant plus évidente, comme un tout petit caillou dans une très grande chaussure. Il agita un doigt dans l'eau. L'espace d'un instant, le contour bleu d'une porte se dessina. Il la franchit et disparut. Les créatures de la tranchée ne remarquèrent pas son départ. Elles n'avaient pas remarqué son arrivée. Elles ne remarquaient jamais rien. Une carriole roulait bruyamment dans le brouillard glacial des rues, le cocher courbé sur son siège. On ne voyait de l'homme qu'un grand manteau brun épais. Une silhouette jaillit des remous de la brume et se retrouva soudain assise à ses côtés. « Salut !» dit la silhouette. « Je m'appelle le Redouté. Et vous ?»« Dites donc, descendez de là, j'ai pas le droit de faire monter. » Le cocher s'interrompit. C'était stupéfiant. L'heure du thé avait réussi à lui enfoncer un poignard à travers ses 4 couches épaisses de vêtements et à s'arrêter au moment exact où la pointe lui piquait la peau. « Pardon ?» fit l'heure du thé avec un sourire éclatant. Y a rien de valeur, voyez, rien de valeur, juste quelques sacs de... » « Oh là là !» dit l'heure du thé, dont l'inquiétude voila soudain le visage. « Eh bien, nous allons voir ça, je pense. Alors, quel est votre nom, monsieur ?»« Eudebert. Eudebert, »
répondit Eudebert. C'est ça, Eudebert. L'heure du thé tourna légèrement la tête. Venez, messieurs, je vous présente mon ami Eudebert. Il sera notre conducteur ce soir. Eudebert vit une demi-douzaine d'autres silhouettes émerger du brouillard et grimper dans la carriole derrière lui. Il ne se retourna pas pour les regarder. La piqûre dans ses reins lui faisait comprendre que ce ne serait pas la meilleure des idées pour son plan de carrière. Mais il eut l'impression qu'une des silhouettes, une espèce de montagne qui traînait des pieds, transportait un long paquet sur l'épaule. Le paquet remua et laissa échapper des sons étouffés. « Arrêtez de trembler, Eudebert. Nous avons seulement besoin d'un moyen de transport, dit l'heure du thé, tandis que la carriole roulait en grondant sur les pavés. Quelle adresse, monsieur? Oh, aucune importance. Mais d'abord, j'aimerais que vous vous arrêtiez place Sator, près de la deuxième fontaine. Le couteau se retira, Eudebert cessa de vouloir respirer par les oreilles. Qu'y a-t-il? Vous me paraissez bien tendu, Eudebert. Rien de tel qu'un massage de la nuque, je trouve. Je ne suis pas vraiment autorisée à transporter des passagers, voyez. Charles va me passer un drôle de savon. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, dit l'heure du thé en lui donnant une tape dans le dos. Nous sommes tous amis ici. On amène la fille pour faire quoi? Demanda une voix derrière eux. Pas bien de cogner sur les filles, fit une voix grave. Man, elle dit faut pas cogner sur les filles. Fais bon pour les vilains garçons, qu'elle a dit. Tais-toi, Banjo. Man, elle a dit chut. Eudebert n'a pas envie d'écouter nos histoires, dit l'heure du thé sans cesser de fixer le conducteur. Moi, sourd comme un pot, monsieur, marmonna Eudebert, qui, à certains égards, apprenait très vite. En plus de ça, je vois mal au-delà d'un mètre, et tenez, je me souviens jamais de la tête des gens que je croise. Mauvaise mémoire, ah, me parlez pas de la mauvaise mémoire. Mince alors, des fois je suis, disons, sur ma charrette à parler à des gens, tenez, tout comme je vous parle en ce moment, et puis une fois qu'ils sont partis, j'ai beau faire, croyez-vous, je me rappelle même pas l'allure qu'ils avaient, combien ils étaient, ou s'ils transportaient, ou des détails sur une fille ou autre chose, fit sa voix en se réduisant désormais à un sifflement aigu. Ah, et des fois j'en oublie même mon nom. C'est Eudebert, non? Fit l'heure du thé en lui adressant un joyeux sourire. Ah, nous y voilà. Bon sang, il y a de l'animation, on dirait. Les échos d'une bagarre leur parvenaient de plus loin, puis deux trolls masqués passèrent en courant, poursuivis par trois hommes du guet. Ils ignorèrent tous la voiture. J'ai entendu dire que la bande d'Adebris voulait s'attaquer ce soir à la chambre forte de Paquelé, fit une voix derrière Eudebert. J'ai idée que monsieur Lebrun se joindra pas à nous, alors, fit une autre voix, suivie d'un ricanement. Oh, je n'en suis pas si sûre, monsieur Blanc de Lys. Pas sûre du tout, intervint une troisième voix du côté de la fontaine. Pourriez-vous me tenir mon sac le temps que je monte, s'il vous plaît? Faites attention, c'est un peu lourd. C'était une petite voix distinguée. Quand on avait une telle voix, on gardait son argent dans un gousset où on comptait toujours soigneusement sa monnaie. Voilà ce que se dit Eudebert avant d'essayer de toute force d'effacer le détail de sa mémoire. Allez-y, Eudebert, dit l'heure du thé. Passez par derrière l'université, je pense. La voiture se mit à rouler. Vous faites main basse sur l'argent et vous ressortez promptement, c'est cela? Demanda la petite voix distinguée. Un murmure d'assentiment lui répondit. J'ai appris ça sur les genoux de ma mère, ouais. Vous avez beaucoup appris à plat ventre sur les genoux de votre maman, monsieur Blanc de Lys. Dis rien, four maman. La voix ressemblait à un tremblement de terre. C'est monsieur Lebrun, Banjo. Tiens-toi bien. La qu'a pas dire des trucs, fur maman. D'accord, d'accord. Bonjour, Banjo. Je crois avoir un bonbon quelque part. Oh oui, voilà. Oui, ta maman connaissait son affaire. On entre en silence, on prend son temps, on ramasse ce qu'on est venu chercher, puis on ressort promptement et en bon ordre. On ne traîne pas sur place pour compter son butin et se féliciter mutuellement de son courage. C'est bien ça? Vous m'avez l'air de pas mal vous débrouiller, monsieur Lebrun. La voiture se dirigea en brinque-ballant vers l'autre côté de la place. Juste de quoi rembourser les frais, monsieur l'œil de chat. C'est un petit cadeau du porcher, comme qui dirait. Ne jamais tout perdre et s'enfuir en courant. Mais prendre un peu et sortir en marchant, bien habillé, c'est ma devise. Entre bien habillé et s'en aller tranquillement, ne jamais courir, ne jamais courir. Le guet se lance toujours aux trousses d'un fuyard.
De vrais fox terriers, les flics, quand il s'agit de donner la chasse. Non, vous sortez tranquillement, vous gagnez le coin de la rue, vous attendez qu'il y ait beaucoup d'agitation, puis vous faites demi-tour et vous revenez en marchant. C'est une manœuvre qui réussit à chaque fois, voyez-vous. La moitié du temps, les flics s'écartent pour vous laisser passer. Vous leur lancez un « Bonsoir, messieurs les agents » et vous êtes chez vous pour le thé. Waouh! Un bon coup pour se sortir du pétrin, je vois ça. Mais faut avoir du cran. Oh non, monsieur la pêche. Pas pour se sortir du pétrin, pour éviter d'y tomber. C'était comme une salle de classe bien sage, pensa Eudebert, qui essaya aussitôt d'oublier. Ou un gymnase de quartier quand un champion de boxe professionnel vient y faire un tour. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la bouche, Banjo? Il a perdu une dent, monsieur Lebrun, répondit une autre voix qui ricana. J'ai perdu une dent, monsieur Lebrun, répéta le tonnerre qu'était Banjo. Gardez les yeux sur la route, Eudebert, fit l'heure du thé à côté du cocher. Nous ne voulons pas d'accident, n'est-ce pas? La route était à présent déserte malgré l'agitation de la ville derrière eux et la masse de l'université tout proche. Il y avait quelques rues bordées de bâtiments, mais tous à l'abandon. Et le son subissait un étrange phénomène. Le reste d'Ankh-Morpork paraissait bien loin, les bruits arrivaient comme à travers un mur épais. La carriole entrait dans ce petit quartier méprisé d'Ankh-Morpork qui avait longtemps servi de dépotoir à l'université et qu'on connaissait désormais sous le nom de terrain forcier. Salaud de mage, grommela méchamment Eudebert. Je vous demande pardon, fit l'heure du thé. D'après mon grand-père, on avait une propriété dans le coin. De bas niveau de magie, mon cul. Ah, ils risquent pas grand-chose, les mages. Ils manquent pas de sort pour se protéger. Un peu de magie par-ci, un peu de magie par-là, logique. Faut bien que ça finisse quelque part, non? Dans le temps, il y avait des panneaux d'avertissement, fit la voix distinguée derrière lui. Ouais, à Ankh-Morpork, les panneaux d'avertissement pourraient tout aussi bien afficher « boîte chauffage premier choix », dit quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est logique. Il balance un vieux sortilège pour faire exploser ci, un autre pour bidouiller ça, et encore un pour faire pousser les carottes. Tous ces sortilèges finissent par agir les uns sur les autres. Qui sait ce que ça va donner au bout du compte, dit Eudebert. D'après mon grand-père, certains matins au réveil, on retrouvait la cave au-dessus du grenier. Et c'était pas le pire, ajouta-t-il d'un air sombre. Ouais, j'ai entendu parler de certains coins tellement atteints qu'on pouvait se balader dans une rue et se croiser soi-même, venant de l'autre sens, renchérit quelqu'un d'un coup, à ne plus savoir où donner de la tête ni du cul. Le chien ramenait à la maison toutes sortes de trucs, dit Eudebert. D'après mon grand-père, la famille plongeait la moitié du temps derrière le canapé s'il rappliquait avec un truc dans la gueule. Des sortilèges de feu corrodés qui se mettaient à siffler, des baguettes magiques cassées d'où sortait de la fumée verte, et j'en passe. Et quand on voyait le chat jouer avec une bricole, valait mieux pas chercher à savoir ce que c'était. Moi, je vous le garantis. Il donna un coup sec aux rênes, sa situation présente presque oubliée dans le flux de ressentiments héréditaires. Je veux dire, paraît qu'on a enterré profond tous les vieux grimoires et machins, et qu'on recycle maintenant les sortilèges usés. Mais je trouve pas ça rassurant de voir des patates commencer à se trimballer partout, maugréa-t-il. Mon grand-père est allé en causer au mage en chef, qui lui a dit, il prit une voix nasale, étouffée, ainsi qu'il s'imaginait qu'on s'exprimait quand on avait de l'éducation. Oh, il se peut qu'il y ait quelques inconvénients temporaires aujourd'hui, mon bon monsieur, mais revenez dans 50 000 ans. Salaud de mage. Le cheval tourna à un croisement. C'était un cul-de-sac. De part et d'autre, des maisons à moitié effondrées, les fenêtres éventrées, les portes volées, s'appuyaient les unes sur les autres. J'ai entendu dire qu'on allait nettoyer le quartier, fit quelqu'un. Oh ouais? Dit Eudebert. Il ponctua 2 mots d'un crachat qui prit la fuite en touchant terre. Et vous savez quoi? Il y a maintenant sans arrêt des cinglés qui viennent fouiner et transbahuter des trucs. Le mur plus loin, dit l'heure du thé, sur le ton de la conversation. Je crois qu'en général vous passez au niveau du tas de décombres à côté du vieil arbre mort. On a du mal à le distinguer, à moins de bien faire attention. Mais je n'ai jamais vu comment vous vous y preniez.
Doucement, je peux pas vous faire passer, dit Eudebert. Vous transporter, c'est une chose, mais vous faire passer. L'heure du thé soupira. Nous nous entendions si bien. Écoutez, Eudebert, vous nous faites passer où? Et je le dis avec beaucoup de regret. Je serais forcée de vous tuer. Je vous trouve sympathique, consciencieux. Vous me faites l'effet d'un manteau sérieux et de chaussures raisonnables. Mais si je vous fais passer, au pire, que peut-il vous arriver, dit l'heure du thé? Vous perdrez votre travail. Tandis que si vous refusez, vous mourrez. Alors, à bien y regarder, nous vous rendons en réalité un service. Allez, dites oui. Le cerveau de Debert ne savait plus où donner des neurones. Le type correspondait manifestement à l'idée que se faisait le cocher d'un aristo. Il avait l'air charmant et amical, mais quelque chose clochait. Le fond et la forme du discours s'accordaient mal ensemble. Et puis, poursuivit l'heure du thé, si vous avez été contraint, vous n'y êtes pour rien, pas vrai? Personne ne peut vous le reprocher. Personne n'en voudrait à quelqu'un d'avoir cédé sous la menace d'un poignard. Oh ben alors, s'il s'agit de contrainte, marmonna Audebert, accepter la situation paraissait la seule solution. Le cheval s'arrêta et attendit en affichant l'air patient de l'animal qui connaît sans doute mieux le chemin que le conducteur. Audebert fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en fer blanc, un peu comme une tabatière. Il l'ouvrait, elle contenait de la poussière rougeoyante. « À quoi ça vous sert ?» demanda l'heure du thé d'un ton très intéressé. « Oh, on en prend une pincée, on la jette en l'air, ça fait ping et ça ouvre le passage, répondit Audebert. Alors, on n'a pas besoin d'une formation particulière, ni rien? Suffit de l'envoyer contre le mur, là, et ça fait bing, répondit Audebert. Vraiment? Puis-je essayer? L'heure du thé prit la boîte dans la main docile du cocher et jeta une poignée de poussière devant le cheval. La poudre resta un instant en suspension avant de former un arche étroit et scintillant dans l'espace. Elle étincela et fit ping. Ah, fit une voix derrière eux. Fait beau, hein, David? Ouais. Toutes les voix lient d'étincelles. Et ensuite on avance. C'est tout, dit l'heure du thé. Voilà, dit Eudebert. Mais en vitesse, attention, ça reste pas longtemps ouvert. Le redouté empocha la petite boîte. Merci beaucoup, Eudebert. Vraiment beaucoup. Son autre main jaillit et il y eut un reflet métallique. Le conducteur cligna des yeux puis bascula de côté en bas de son siège. Le silence se fit à l'arrière, un silence teinté d'horreur, voire d'un soupçon d'admiration monstrueuse. « Quel raseur, non ?» dit l'heure du thé, en se saisissant des rênes. La neige se mit à tomber, sur la forme étendue d'Eudebert, mais aussi à travers plusieurs robes grises à capuchon qui flottaient dans les airs. On les aurait dites vides, à croire qu'elles n'existaient que pour définir un point dans l'espace. « Eh bien, dit l'une d'elles, nous sommes franchement impressionnés. »« En effet, fit une autre, nous n'aurions jamais imaginé y arriver de cette façon. »« C'est de toute évidence un humain plein de ressources, dit une troisième. »« La beauté de la chose, reprit la première. Ou peut-être était-ce la deuxième, puisqu'absolument rien ne distinguait les robes les unes des autres. C'est que nous allons accroître le champ de notre contrôle. Exactement, fit une autre. Leur forme de pensée est vraiment étonnante, une espèce de logique illogique. Des enfants, dit une autre. Qui l'aurait cru? Mais aujourd'hui, des enfants, et demain le monde. Donnez-moi un garçon de moins de 7 ans et il m'appartient à vie, fit une autre. Suivit un silence insupportable. Les êtres collectifs qui se donnaient le nom de contrôleurs ne croyaient en rien, sauf peut-être en l'immortalité. Et le moyen d'être immortel, ils le savaient, c'était de se dispenser de vivre. Surtout, ils ne croyaient pas à l'individu. Un individu, c'était une créature avec un commencement et une fin, et comme dans un univers infini, toute vie était, de leur point de vue, incroyablement courte en comparaison, elle mourrait instantanément. Il y avait un défaut dans leur logique, bien entendu, mais ils s'en apercevaient toujours trop tard. En attendant, chacun évitait scrupuleusement tout commentaire,
toute action ou toute expérience qui l'aurait distingué de ses semblables. « Vous avez dit moi ?» dit l'un d'eux. « Ah oui, mais voyez-vous, nous citions, s'empressa de se défendre l'être concerné. C'est un religieux qui a dit ça sur la façon d'éduquer les enfants. Il y aurait donc logiquement dit « moi ». Mais moi, je n'aurais pas utilisé ce pronom évident. Oh merde. La robe se volatilisa en un petit nuage de fumée. Que cela nous serve de leçon, dit un des survivants, tandis qu'une nouvelle robe parfaitement identique naissait dans une brève détonation à la place qu'avait occupée le collègue éliminé. Oui, fit le nouvel arrivant. Eh bien, il est évident. Il s'interrompit. Une silhouette sombre s'approchait dans la neige. C'est lui, dit-il. Ils disparurent en hâte, non pas en se volatilisant, mais en se dispersant et en se clairsemant jusqu'à se fondre dans le décor. Une silhouette sombre s'arrêta devant le cocher défunt et tendit la main. « Est-ce que je peux vous aider ?» Eudebert leva un regard reconnaissant. « Oui, pour sûr, fit-il. » Il se remit debout sur ses jambes mal assurées. « Dites, vous avez les doigts gelés, monsieur. » « Pardon. Pourquoi il a fait ça? Je lui ai obéi. Il aurait pu me tuer. » Eudebert fouilla dans son manteau et sortit une petite flasque en argent, pour l'heure étrangement transparente. « Je garde toujours une petite goutte sur moi, par ces nuits glaciales. Ça me donne du cœur au ventre, dit-il. « Oui, bien sûr. » La mort jeta un rapide coup d'œil circulaire et flaira l'atmosphère. « Comment je vais expliquer tout ça maintenant, hein ?» fit Eudebert en s'octroyant une gorgée. « Pardon, je suis très impoli, je ne faisais pas attention. » Je disais, qu'est-ce que je vais raconter à la boîte? Laisser des types se faire carrément la malle avec ma carriole. Je suis bon pour me faire virer, c'est sûr. Je suis dans de sales draps. Ah bon, de ce côté-là au moins, j'ai de bonnes nouvelles, Eudebert. Mais par ailleurs, j'en ai de mauvaises. Eudebert écouta. Une ou deux fois, il regarda le cadavre à ses pieds. Il avait l'air plus petit vu de l'extérieur. Il était assez intelligent pour ne pas discuter. On ne conteste pas certaines nouvelles quand c'est un squelette de 2 mètres armé d'une faux qui vous les apporte. « Ah, alors je suis mort, » conclut-il. « Exact. D'après le prêtre, vous savez, une fois qu'on est mort, c'est comme passer par une porte et d'un côté il y a un endroit effroyable. » La mort observa le visage inquiet qui s'évanouissait. « Par une porte ? C'est ce qu'il disait. » « J'imagine que ça dépend de quel côté on entre. » Quand la rue fut à nouveau déserte, en dehors du séjour charnel de feu Eudebert, les formes grises réapparurent. « Franchement, ils deviennent de pire en pire, » fit l'une d'entre elles. « Ils nous cherchaient, » fit une autre. « Vous avez remarqué? Il se doute de quelque chose. Il prend tellement tout à cœur. »« Oui, mais la beauté de notre projet, » dit une troisième, « c'est qu'il ne peut pas se mettre en travers. »« Il peut aller partout, » dit une robe. « Non, » dit une autre, « presque partout. » Puis, avec une suffisance indescriptible, elles s'évanouirent dans un fondu en plan rapproché. La neige se mit à tomber crue.